Assemblée. Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique en Auvergne. Il y avait des élections dimanche dernier en France, peut-être ne le saviez-vous pas. En tout cas, une très grande majorité des Français est peut-être passée à côté, vous et moi par exemple, car nous n'étions pas appelés à voter. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de désigner la moitié des sénateurs et que seuls votent les grands électeurs. Ils étaient près de 87 000 à se rendre aux urnes. En Auvergne, les départements de l'Allier et du Cantal ont été concernés, ont été élus dans l'Allier Claude Malhuret, ici présent. Bonjour Claude Malhuret. Bonjour. Et Bruno Rejoin également. Dans le Cantal, Bernard Delcros et Stéphane Sautarel. Au Sénat, on vote tous les 3 ans pour renouveler la moitié des sénateurs dans les départements français. Ce n'était donc pas votre tour, Jacques-Bernard Magner. Merci d'être avec nous sur ce plateau de Dimanche en politique. Des élections, alors on va regarder une première infographie. Le taux de participation, il était de 98,77 dans l'Allier et même 99,27 dans le Cantal. Il faut dire que le vote est obligatoire et que la sanction, elle est de 100 € si on n'a pas de motif légitime. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose que le vote soit obligatoire alors que ce n'est pas une habitude en France ? Lequel des deux répond à ça en premier ? Je pense que ça n'est pas une habitude, mais enfin, il est en fait obligatoire. Il n'y a pas de sanction, mais le vote est censé être obligatoire. Et par conséquent... Mais c'est une vraie question, parce qu'on voit que le taux de participation lors des dernières municipales, et on a très peur pour les cantonales, les départementales, pardon, et les régionales de l'année prochaine, les présidentielles qui suivront, on a très peur que les Français se détournent des urnes. Oui. Est-ce que instaurer un vote obligatoire, question que je vous pose, Claude Malhuret, et puis ensuite Jacques-Bernard Magner, est-ce que ce serait une bonne chose selon vous ? La première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une désaffection de plus en plus ? Évidemment, si on regarde les dernières municipales, le problème est complètement faussé puisqu'il y avait la crise sanitaire et que ça a dissuadé beaucoup d'électeurs d'aller voter. Si on regarde sur les dernières années, on a l'impression qu'il y a effectivement petit à petit une baisse. Mais le dernier scrutin qui a eu lieu, je dirais de façon normale avant qu'il y ait la crise sanitaire, c'était les européennes. Et les européennes, les Français sont venus voter beaucoup plus que les années, que les fois précédentes. Donc je crois qu'il faut être, circonspect sur ce sujet-là. Il y a des pays, la Belgique par exemple, d'autres des pays voisins qui ont le vote obligatoire, d'autres qui n'ont pas le vote obligatoire. Ça ne change pas grand-chose. Jacques-Bernard Magner, vote obligatoire ou pas ? Oui, c'est un débat qu'on a déjà eu d'ailleurs au Sénat. J'ai vu passer une époque, je ne sais pas si c'était une proposition de loi ou si c'était un amendement lors d'un débat sur les élections, proposer que le vote soit obligatoire. Ça pose effectivement, comme l'a dit Claude Malhuret, un certain nombre de problèmes qui consistent ensuite à sanctionner ceux qui ne vont pas voter, parce que si c'est obligatoire, c'est la loi, donc il faut y aller, il faut sanctionner. Et c'est un peu dommage de sanctionner les gens qui ne se rendent pas aux urnes. En tout cas, et vous l'avez dit, les abstentions sont tout à fait inquiétantes aujourd'hui dans nos scrutins, même si, pour ce qui concerne la période, on est dans une situation un peu particulière. Il n'empêche que depuis de nombreuses années, on voit se dégrader le taux de participation. Et il faudra bien trouver des solutions pour que les gens reviennent voter, s'exprimer démocratiquement. Alors, tout le monde y met un peu ce qu'il veut. C'est les élus qui sont pas bons, c'est le système qui n'est pas bon. Faudrait-il trouver... Alors, les élus, on va en parler, puisqu'on va ouvrir le premier chapitre de cette émission. La loi est votée par le Parlement. C'est l'article 34 de la Constitution. Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et de la République. Vous fabriquez les lois, ça va être le premier volet de cette émission. Je voudrais qu'on regarde ce camembert, l'initiative de la loi. Eh bien, elle vient surtout de l'Assemblée nationale, du gouvernement et beaucoup moins du Sénat. Mais on dit que les débats sont plus riches au Sénat. Alors, le plus ancien dans le poste, c'est vous, Jacques-Bernard Magner, je crois. Hein. Oui, je ne sais pas s'il y a un droit d'aînesse en la matière, mais en tout cas, c'est vrai que les débats sont certainement plus calmes, plus profonds au Sénat, d'après ce qui peut être dit. Alors, peut-être qu'il n'y a que 8% des lois qui sont d'initiative sénatoriale. En tout cas, il y a un certain nombre de lois qui passent d'abord au Sénat avant d'aller à l'Assemblée nationale, même si la règle, c'est d'abord l'Assemblée nationale et ensuite le Sénat. Ce sont celles qui concernent les collectivités locales, justement, et tout cela. Donc, je crois, et pour l'avoir vécu pendant maintenant 9 ans, et Claude est là depuis 6 ans, et lui, il a pu faire les deux, puisqu'il a vécu aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'ambiance n'est pas la même de ce que disent les gens qui sont des observateurs. La façon de travailler est peut-être un peu différente. En tout cas, il y a une richesse dans
la nature de ce que sont les sénateurs, puisque c'était souvent des élus locaux depuis de nombreuses années. Et ils apportent une qualité particulière à l'élaboration de la loi. Claude Malhuret, l'ambiance est différente? Oui, l'ambiance est différente, mais je voudrais d'abord revenir sur ce camembert, parce qu'il me surprend beaucoup. Il dit que l'Assemblée nationale a beaucoup plus souvent l'initiative des lois que le gouvernement. Or, moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai. La plupart du temps, c'est des projets de loi, oui. Et le gouvernement a beaucoup plus de projets de loi que le Sénat ou l'Assemblée qui ont des propositions de loi. C'est des chiffres que j'ai trouvés sur le site du ministère de l'Intérieur. Oui, mais je me demande si les couleurs n'ont pas été inversées, parce que dans la Ve République, c'est ça, un des principaux problèmes, c'est que c'est des institutions solides. Et ça fait 60 ans qu'elle existe. Elle va bientôt battre le record de la Troisième République, c'est très bien. Mais elle a quand même un gros inconvénient, c'est que tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'exécutif, du gouvernement, du président de la République, et que le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, ont vraiment la part du pauvre, la part congrue. Et c'est bien ce qui fait la différence entre la France et c'est pour ça qu'on l'appelle une monarchie républicaine, entre la France et les autres pays démocratiques. Donc voilà, pour nous, le problème, c'est pas de comparer l'Assemblée nationale ou le Sénat, parce que de toute façon, quelle que soit l'initiative, ça passe à l'Assemblée nationale et ça passe au Sénat, ça passe dans les deux assemblées. Donc le problème, c'est plutôt le rapport le rapport défavorable au Parlement dans cette. Alors peut-être que les Français s'en accommodent, je ne sais pas. En tout cas, après tout, ça fait longtemps qu'elle existe, cette cinquième, mais elle est un petit peu du côté du gouvernement quand même, et plus que du Parlement. Oui, et c'est le dernier mot à l'Assemblée nationale aussi. C'est surtout ça qui frappe les gens. C'est qu'on peut toujours débattre, nous, à longueur de temps. Le dernier mot, il est quand même à l'Assemblée nationale, in fine. Alors regardez cette phrase. Le Sénat n'est peut-être pas un contre-pouvoir, mais il est au moins un contrepoids à sa concentration. C'est une professeure de droit public de l'Université de Toulouse, professeure de droit constitutionnel, dans un texte publié par le Huffington Post sur son blog à la veille de l'élection du week-end dernier. Contre-pouvoir ou contrepoids elle a parfaitement raison. Je préfère le mot de contrepoids à contre-pouvoir, parce que le Sénat n'est pas dans une atmosphère, en tout cas pas actuellement, de contre systématique. Il est plus dans un contrepoids que dans un contre-pouvoir. Le Sénat, généralement d'ailleurs, vote les lois après les avoir largement amendées, et donc il vote sa loi. Mais la loi du départ, le projet de loi, il vient du gouvernement, et je ne crois pas que le Sénat soit particulièrement virulent, beaucoup moins que l'Assemblée nationale lorsqu'elle est dans certains cas. Mais c'est un contrepoids. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est un contrepoids absolument nécessaire. Pourquoi il y a des gens qui disent de temps en temps à quoi sert le Sénat ? Pas par hasard, si dans toutes les grandes démocraties, il y a 2 chambres. Il n'y a pas quand vous voyez un pays qui n'a plus qu'une chambre, en général, c'est qu'il va bientôt plus y en avoir du tout et aller à la botte. Donc, c'est pas par hasard. Il faut que les gens comprennent pourquoi il y a 2 chambres. Et l'exemple français est typique. Vous avez, et surtout depuis la réforme de 2000, le quinquennat, le président de la République qui est élu, l'Assemblée nationale élue un mois plus tard, donc une énorme majorité pour le président, et le gouvernement qui, évidemment, demande la confiance de l'Assemblée. Donc, tous les pouvoirs sont du même côté, sauf le Sénat, qui est élu à une date différente, qu'on ne peut pas dissoudre et qui, par conséquent, est libre. Et c'est aujourd'hui, dans les institutions de la Ve République, le seul contrepoids. Pas obligatoirement contrepoids, mais ce qui compte, c'est pas de savoir si c'est un contre-pouvoir ou un contrepoids, c'est de savoir que c'est la seule possibilité aujourd'hui de ne pas avoir une majorité toute puissante. Dans une configuration qui est particulière depuis ce quinquennat, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a créé pratiquement de nulle part un mouvement politique. Les Républicains sont majoritaires au Sénat et le groupe socialiste auquel vous appartenez est le premier groupe d'opposition. Et donc ça vous permet du coup d'exister aussi. Moi j'ai la chance d'être à la fois dans l'opposition nationale et dans l'opposition sénatoriale. C'est plus facile pour Claude Malhuret qui est lui dans la majorité sénatoriale, enfin vote avec la majorité sénatoriale. Comment vous concevez votre travail au Sénat alors du coup dans cette double opposition? C'est un peu compliqué. On a vécu une période plus simple quand entre 2011 et 2014, j'étais dans la majorité sénatoriale qui était dans la majorité gouvernementale et c'était très agréable, même si parfois ça nous demandait d'avoir quelques contorsions par rapport à certaines choses qu'on nous demandait d'adopter et sur lesquelles on n'était pas toujours d'accord. On s'aperçoit que quand on est à la majorité, quelquefois, c'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. En tout cas, ça permet à l'opposition de s'exprimer et de le faire dans les commissions, bien sûr. Nous sommes dans la même commission avec Claude et on n'a pas toujours... On rappelle laquelle? La commission culture, éducation et communication. Les gens ne le savent pas forcément. Non, c'est pour ça que je voulais cette précision. Non, mais on ne s'oppose pas beaucoup en commission. En général,
on débat, on discute, et on apporte ses avis, mais on ne se pose pas. En hémicycle, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est obligé de faire valoir le poids du groupe, en définitive. Quand on s'exprime, c'est au nom d'un groupe politique. Donc on fait de la politique en hémicycle, on en fait moins en commission. Et je crois que c'est ce qui marque un peu le Sénat, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail constructif au sein des commissions qu'il ne peut y en avoir, bien sûr, quand on est en hémicycle, où on termine la séance. Là. On va parler des commissions, mais est-ce que vous diriez, comme Patrick Kanner, le chef de groupe, le chef de file de votre groupe, que la gauche a perdu des sièges à cause des candidats écologistes, hein? On a vu qu'il y a un léger recul. Les écologistes vont pouvoir avoir un groupe. Ce n'est pas la droite qui gagne, c'est la gauche qui perd des sièges, dit-il. Oui, il dit ça, et puis en même temps, il se félicite de la création d'un groupe écologiste au Sénat. Bon, je ne pense pas qu'on puisse dire que perdre des sièges, ce soit la faute des autres. Quand on passe de 71 à 65, c'est sûrement qu'il y a eu des refus de voter pour nos candidats, ou bien des circonstances nouvelles. Regardez, il faut bien se dire que le scrutin sénatorial, il est tout à fait différent des scrutins au suffrage universel, puisque des grandes villes comme Lyon, Bordeaux sont tombées, je ne dirais pas aux mains, mais sous la responsabilité des forces écologiques alliées aux socialistes souvent. D'ailleurs, votre groupe a rajouté écologiste à son nom. Oui, on vient de le faire aussi, parce qu'il ne faut surtout pas être en reste dans ce domaine-là, vous imaginez bien. Donc, je pense que c'est simplement la photographie d'avoir, pour les Verts, pour les écolos, pour tous ces mouvements, gagné des grandes villes et qui ont maintenant des grands électeurs, ce qu'ils n'avaient pas en aussi grand nombre auparavant. Allez, deuxième chapitre de cette émission, le rôle de contrôle du Sénat. Vous représentez les collectivités territoriales, on en parlera au cours de cette émission, mais on l'a vu, et notamment avec la crise sanitaire. Vous êtes, vous, membre de la commission d'enquête, Claude Malhuret, sur la crise sanitaire, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, je le suis en tant que... Tous les présidents de groupe le sont automatiquement, donc je ne suis pas... Mais vous assistez donc au débat. Qu'est-ce que ça vous apprend, qu'est-ce que ça nous apprend à nous les Français, ces commissions d'enquête? Alors, ces commissions d'enquête, je pense que la commission d'enquête sur la crise sanitaire n'est pas le meilleur exemple. D'abord parce que une bonne partie des commissaires ou une bonne partie des observateurs ont envie de régler les comptes sur la façon dont a été gérée la crise, etc. Je pense qu'il est plus important de savoir demain ce qu'il va falloir faire que de régler les comptes sur hier. J'étais l'autre jour avec Édouard Philippe, après, il y a quelques jours, donc il n'était plus Premier ministre. Et il me disait, il n'y a rien de pire, et il reprenait une formule de Churchill que je ne sais pas exactement en tête, mais il disait, il n'y a rien de pire que de prendre des décisions avec des informations parcellaires, contradictoires, et dont on sait qu'un bon nombre sont fausses. C'est exactement le cas de... Et même les scientifiques, tout le monde, tous les Français le voient aujourd'hui. Cette crise, depuis le début, on ne parle que de ça matin, midi et soir, sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux, dans tous les réseaux sociaux, etc. Donc ce n'est pas là, à mon avis, la démonstration de la force d'une commission d'enquête, parce que j'imagine qu'elle n'ira pas bien au-delà de ce que tout le monde peut voir tous les jours. En revanche, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, par exemple, a montré une des différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que celle de l'Assemblée... Vous savez, l'Assemblée nationale... Celle de l'Assemblée n'est pas allée au bout de ses travaux, voilà, on le rappelle. L'Assemblée nationale, c'est ce que disait Jacques Bernard tout à l'heure, c'est deux armées en présence. Le Sénat, c'est pas du tout la même chose. C'est un travail réfléchi en commission. On peut s'opposer, on peut avoir des opinions politiques différentes, mais c'est beaucoup plus calme. Sur l'affaire Benalla à l'Assemblée, les deux armées en présence ont fait qu'au bout de 8 jours, il n'y avait plus de commission d'enquête, donc ça n'a servi à rien. Le Sénat, ça a duré 6 mois. Et le gros avantage d'une commission d'enquête, c'est que les gens témoignent sous serment. Regardez les images. Les gens témoignent sous serment, et ça peut leur coûter cher s'ils disent des mensonges. Et donc les gens en général disent la vérité, ce qui est dans la vie réelle. Quand on parle à des journalistes et tout, n'importe qui peut, s'il le veut mentir, ça lui coûte rien. Au Sénat ou à l'Assemblée nationale, dans les commissions d'enquête, ils ont intérêt à dire la vérité. Et les membres du gouvernement, puisque vous parliez du contrôle du gouvernement, les membres du gouvernement aussi. Alors, Jacques-Bernard Magnier, ces commissions d'enquête, elles sont plus médiatisées que les commissions de travail auxquelles vous participez, mais vous avez quand même un sacré pouvoir, les sénateurs. Faire venir des ministres, des premiers ministres, le chef de sécurité de l'Élysée, on l'a vu dans la crise sanitaire, le professeur Raoult, qui n'est pas un homme facile à manipuler. Les sénateurs ont un sacré pouvoir dans
dans notre démocratie. C'est vrai, les parlementaires de manière générale et les sénateurs l'ont montré à l'occasion de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. En tout cas, c'est là que la vie parlementaire est intéressante. C'est parce qu'on a la possibilité, quand on est parlementaire, de pouvoir faire venir à soi des spécialistes, des experts dans tous les domaines. Et dans le travail d'une commission, dans le travail des missions que l'on mène, moi j'en ai mené quelques-unes dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse, de la vie associative, c'est de pouvoir avoir auprès de soi et face à soi des gens qui sont les meilleurs du domaine et qui peuvent vous aider à vous éclairer la lanterne. Et en quoi ça enrichit votre travail alors ? Parce que on peut être le meilleur du monde dans sa vie antérieure, on ne connaît jamais ce dont on est en train de parler vous totalement. étiez Moi, j'étais enseignant et forcément, je suis intéressé par les questions d'enseignement. Mais quand vous avez en face de vous les gens qui aujourd'hui dirigent les ministères depuis longtemps en domaine d'enseignement, les recteurs, vous avez les professeurs d'université, les savants, les gens qui défendent des thèses sur l'éducation. Vous avez quand même un enrichissement de votre connaissance personnelle et puis en même temps, c'est ce que vous pouvez apporter dans le débat ensuite sénatorial au niveau de la commission. Donc moi, je trouve que c'est l'intérêt des commissions permanentes de pouvoir faire venir à soi et je crois que notre commission en use, je ne dirais pas en abuse, mais en use. Notre présidente faisait beaucoup d'auditions de gens très intéressants, ne serait-ce que dans le domaine de la communication. On a à chaque fois le président du CSA notamment, c'était important et intéressant de lui demander des comptes au président du CSA quelquefois sur ce que l'on pense des médias. Et donc, je crois que c'est un des pouvoirs des parlementaires qu'il faut mettre en avant. C'est que le parlementaire, c'est pas dans sa petite tête qu'il va chercher tout ce qu'il essaye de broder par rapport à la loi, c'est aussi avec les expertises qu'il va chercher. Et je crois que la crise qu'on a vécue du Covid nous a montré que, au lieu de faire venir les gens au Sénat, comme on le fait par dizaines parfois, on peut très bien travailler avec eux par visioconférence. Et on arrive comme ça à relier tous les gens dans un pays simplement avec un ordinateur et à travailler pendant des heures. Moi, j'ai mené une mission pendant le Covid et j'ai trouvé que c'était suffisant. C'est pas la peine de faire déplacer les gens à Paris pour travailler. On pouvait travailler par visio. Je crois qu'on aura appris beaucoup dans ce domaine. Claude Malhuret, oui, la crise nous a appris des choses, oui. Malgré les soubresauts qu'on vit à travers cette commission. Hein, bon, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Jacques-Bernard Magnier. Oui, bien sûr, la crise nous a appris des choses. Je crois surtout qu'on va découvrir lentement, parce que sur le moment, on réagit, etc. Je pense qu'on va pouvoir trier, qu'on va apprendre lentement un certain nombre de choses. On va voir dans les mois et les années qui viennent, en définitive, ce qui va rester et ce qui ne restera pas. Et aujourd'hui, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Allez, on parle politique et on écoute un extrait de... Je pense que les Français ne le font pas. Les débats sont retransmis par Public Sénat à longueur de temps. On n'écoute pas ce que vous dites. Alors, on va vous écouter, Claude Malhuret, au cours d'un de vos discours. Déconfiner ou ne pas déconfiner, telle est la question. Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d'experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision. Les grands experts, très assurés, les petits experts qui manquent d'expérience sur Zoom et dont on ne voit que le nez, le menton et les lunettes en gros plan, les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio, et enfin les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le buzz. À force de tous les regarder, j'ai découvert un théorème que je vous propose. Plus il y a d'experts, moins on comprend. Heureusement, il reste les politiques. J'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale mercredi dernier, Monsieur le Premier ministre. Il y a là-bas des virtuoses du coronavirus. Ils vous ont expliqué ce qu'il fallait faire hier, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qu'il faudra faire demain. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor, il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. J'étais au bord du retweet. Devant tant de recommandations de spécialistes, je n'ose pas vous proposer les miennes, moi qui ne suis qu'un simple médecin épidémiologiste. Voilà, on vient de vous écouter, Claude Malhuret, une petite minute, mais votre intervention durait 7 minutes. Je l'ai écouté et lu jusqu'au bout. Après, vous avez évoqué Google comme source d'information, les plateaux télé comme lieu d'expression, les actions de Trump, Bolsonaro, Johnson. Avant de conclure au sujet du déconfinement, il faut ouvrir les portes. Vous êtes une voix qui est entendue, vous êtes en tout cas une voix qu'on écoute au Sénat. Il faut passer par ce genre de discours pour marquer les esprits. Comment dire, je sais plus, je prendrai les choses à l'envers. Je dirais que petit à petit, les politiques, les hommes et les femmes politiques ont
rendu abstrait, de plus en plus abstrait leur discours. De plus en plus, et il faut bien le reconnaître, une bonne partie d'entre eux n'écrivent plus leur discours. Ils confient l'écriture à des conseillers parlementaires qui ont tous le même style. Ils viennent tous c'est technique. Des facultés de droit, de Sciences Po. On leur a appris à allonger les mots. Maintenant, vous lisez tous ces discours et vous avez l'impression, en fait, que c'est tous les mêmes. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est peut-être la raison pour laquelle, effectivement, mes discours sont non seulement écoutés au Sénat, mais qu'ils ont un nombre de pages de vues sur Facebook et Twitter qui m'a même impressionné. Quand je fais 1 million de vues sur Facebook ou Twitter, je ne tweete pas. Et je fais parfois des pics sur Twitter, ce qui est quand même assez étonnant. Mais pour moi, ça vient notamment, peut-être parce que je dis des choses qui, après tout, sont peut-être pas fausses, mais je pense qu'on aurait tous intérêt à reparler avec des mots normaux. Moi, quand je parle au Sénat, je parle avec des mots normaux, avec les mots qu'on utilise tous les jours. Et si on n'écoute plus aujourd'hui les politiques, si on pense qu'ils sont déconnectés, c'est parce que j'ai l'impression que leurs phrases sont de plus en plus abstraites et qu'elles se ressemblent toutes. Alors Jacques-Bernard Magnier, vous parlez avec des mots, comme Claude Malhuret, mais vous ne mettez pas l'accent sur ces interventions-là. Vous dites, moi, ma communication, elle passe aussi par la relation que j'ai avec les gens des territoires. Claude Malhuret va être d'accord, mais aujourd'hui, le monde médiatique a évolué. Oui, chacun son style, mais Claude Malhuret, il a un avantage certain, c'est qu'il est président d'un groupe au Sénat, et qu'à ce titre-là, il a des interventions qui sont beaucoup plus longues que celles du Vulgum Pecus, qui lui est en commission et n'intervient que 2 minutes, parfois 5 minutes au maximum. Parfois. Donc, très difficile de faire ce qu'il fait. Lui, il a la latitude de le faire, il le fait bien. Et il est suivi, c'est vrai. J'ai même parfois des amis qui me disent on a entendu Claude Malhuret, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il le dit bien. Alors, moi, je le pense aussi, souvent. J'écoute avec intérêt ce qu'il dit, même si souvent, je me dis, il en fait un peu des charrettes. Mais en tout cas, il a raison. Je crois que pour être entendu aujourd'hui, et quand on veut s'adresser aux gens, il faut pouvoir parler leur langage. Et c'est d'autant plus facile de le faire quand on les rencontre. Moi, personnellement, j'utilise moins les médias que celui qui est président d'un groupe, mais j'essaye. Et ce que je dis quand je le dis en séance, c'est pour représenter une partie du travail qui a été fait. Donc c'est beaucoup moins intéressant et captivant que quand, comme il l'a fait, on découpe à la tronçonneuse les experts et les gens qui parlent du Covid sans savoir beaucoup plus que ceux qui les écoutent. Alors, je vais vous poser une question à l'un et à l'autre. Ce sera peut-être notre conclusion. Gérard Larcher a parlé de... je pourrais définir ça peut-être une attitude d'être un peu moins sénateur à la française telle qu'on l'imaginait aujourd'hui et d'être des sénateurs modernes. Il a parlé d'une façon sénatoriale de faire de la politique. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment vous voyez, vous, la façon sénatoriale de faire de la politique? Claude Malhuret, puis on demandera à Jacques-Bernard Magnier. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. C'est une façon différente de l'Assemblée. Alors, c'est pas une façon... On connaît l'expression « un train de sénateur », ça veut dire... C'était à ça que je pensais, merci. Alors, ne pas se presser, c'est une très bonne chose. Être trop lent, ce serait une mauvaise chose. Il y a bien une différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat de ce point de vue. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est qu'il y a une façon Assemblée nationale qui est normale, qui est nécessaire, qui est plus dans l'affrontement politique, parce que c'est la démocratie et qu'il faut avoir des camps différents, des opinions différentes et éventuellement des opinions qui s'affrontent. C'est pas une guerre, mais c'est un affrontement démocratique. Le Sénat, lui, il est plus dans le fond des textes de la loi, il est plus dans le compromis, il est plus dans le consensus, soit à l'intérieur du Sénat même, soit avec le gouvernement, quel qu'il soit, que le Sénat soit ou non du même côté que le gouvernement. Il a toujours été un aiguillon par rapport à cela, mais un aiguillon, comme je le disais tout à l'heure, plus un contrepoids qu'un contre-pouvoir. Jacques-Bernard Magnier, comment être un sénateur en 2020 ? C'est difficile de moderniser l'idée que les gens peuvent avoir du sénateur dans la façon quotidienne qu'ils ont de l'exprimer. Bon, la trivialité du train de sénateur, on parle de nous, comme de gens qui avons toujours bien mangé, bien bu et bien fait la sieste avant d'aller travailler. En fait, moi j'ai découvert le Sénat il y a 9 ans et déjà c'était pas du tout ça et je sais pas si alors c'est que un vous jour aviez ça a une été... expérience politique déjà oui, bien j'ai forgée. fait d'autres assemblées dans lesquelles on travaillait aussi et je crois que c'est une assemblée comme les autres qui travaillent beaucoup, mais la perception que les gens ont et le fait qu'on est élu au second degré, c'est-à-dire que ce ne sont pas les gens qui votent pour nous directement, ce sont les 87 000 grands électeurs. En France, c'est l'élection qui fait l'élu.
pratiquement. Exactement, vous avez raison, et je crois que les gens nous voient comme des gens éloignés. Ils ne nous distinguent pas vraiment des gens du Conseil économique et social qui viennent apporter des avis, qui viennent apporter des plus peut-être à ce que font les députés. Ils ne nous considèrent pas vraiment comme des parlementaires de premier rang. Alors que je pense que notre travail vaut bien celui des députés, et je dirais même qu'il s'inscrit souvent dans la durée plus que ceux de l'Assemblée nationale. Merci tous les deux. Merci Claude Malhuret et Jacques-Bernard Magnier d'avoir participé à cette émission. 2 sénateurs de 2 départements différents, de 2 points de vue différents, de 2 groupes différents. C'est ce qu'on souhaitait avoir aussi sur ce plateau. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi. Dans un instant, le flash de l'actualité en Auvergne et puis la suite de Dimanche en politique avec l'édition nationale. À très bientôt pour un nouveau et prochain numéro de Dimanche en politique. Bon après-midi à tous.